Voici la version améliorée du E10S, c'est le Eureka E20+. Cet aspirateur robot s'adresse à ceux qui recherchent un aspirateur robot performant avec une base de vidage et tout ça à prix raisonnable. Comme d'habitude, je vous mets dans la description le lien pour voir le prix de cet E20+, et je vous indiquerai également s'il y a un code promo. Donc aujourd'hui, on va faire le test ultra complet de cet Eureka E20+, et si vous aimez découvrir des tests ultra complets, évidemment, il faut vous abonner et cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je poste une nouvelle vidéo. Et puis pensez à liker la vidéo, hein, c'est juste un clic pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Allez, sans plus attendre, on procède au déballage. Alors avant de commencer, je vais déjà vous parler de la marque Eureka, hein. Vous ne la connaissez peut-être pas, moi je ne la connaissais pas, je l'ai découverte il y a quelques temps avec le test du J20, je vous le mets ici dans le coin si vous ne l'avez pas vu. La marque Eureka, elle existe depuis vraiment très longtemps, elle existe depuis 1909, et c'était une marque qui était spécialisée dans les appareils ménagers. Déjà à l'époque, des appareils qui se branchaient sur le secteur. Maintenant, ça a évidemment beaucoup évolué avec tout ce qui est robot aspirateur et intelligence artificielle. Donc c'est déjà le deuxième robot aspirateur que je teste de la marque Eureka, et il y a aussi un troisième test à venir, donc si c'est pas fait, abonnez-vous, comme ça vous ne louperez pas ce test d'un modèle vraiment haut de gamme. Pour aujourd'hui, on va se concentrer sur ce E20+, je vais vous présenter donc les caractéristiques et fonctionnalités de ce modèle. On fera ensuite les différents crash tests, et puis je vous retrouverai en fin de vidéo, je vous donnerai évidemment mon avis sur cette E20+, ses points positifs et ses points négatifs. Alors voilà tout ce qu'on a dans le carton. On a déjà un guide de démarrage rapide en anglais. Honnêtement, j'ai pas eu besoin de m'en servir, c'est ultra simple. Ensuite, on a une notice multilangue. Évidemment, il y a le français. Une petite brossette pour aller nettoyer la brosse principale ou les capteurs. C'est vraiment important d'aller nettoyer les capteurs sur les aspirateurs robots. Donc voilà, on a la petite brossette, ça c'est plutôt pas mal. J'aurais aimé par contre qu'on ait peut-être un endroit où la ranger, c'est pas le cas. Et puis on a une serpillière de rechange qui est fournie. Il y en a une, vous le verrez tout à l'heure, qui est installée directement dans le robot. Alors le robot il fait 35 cm de diamètre, une hauteur de 9,8 cm. C'est moi qui l'ai mesuré, il peut y avoir une petite erreur d'1 mm. Il est évidemment, comme vous le voyez, équipé d'une tourelle laser, un son lidar qui va lui permettre de cartographier très précisément les pièces et surtout d'avoir une navigation ultra précise. Et je le redis encore une fois, hein, le lidar pour moi c'est la meilleure technologie de navigation pour un aspirateur robot. À ce lidar, Eureka a couplé également un double laser croisé qui va lui permettre de détecter les obstacles qui sont au plus bas que son laser principal et donc notamment les objets qui pourraient traîner sur le sol. On verra ça tout à l'heure. Et évidemment, avec un lidar, le robot il est capable de travailler la nuit, donc volet fermé ou alors totalement dans la nuit, il n'y a pas de souci, il pourra parfaitement naviguer et aspirer votre intérieur. Cette technologie de double laser croisé, c'est la technologie Duodetect AI de Eureka. Vous allez pouvoir cartographier 4 niveaux différents. Qu'est-ce que j'appelle des niveaux? C'est simplement 4 cartes différentes. Un rez-de-chaussée, un étage, une véranda, un sous-sol, etc. Vous allez pouvoir enregistrer 4 cartes différentes dans l'application. On verra tout à l'heure en détail l'application. La puissance d'aspiration, elle est de 8000 pascal. C'est 2 fois plus que l'ancienne génération, le E10S. Et vous avez 3 niveaux de puissance d'aspiration réglables dans l'application. On a toujours le capteur ici latéral pour le suivi de mur, ça permet de nettoyer au plus proche des plaintes sans que le robot ait à cogner à la plainte. Sur le devant, je vous en ai parlé, hein, le double laser croisé. À l'arrière, les 2 contacts de charge avec une petite fenêtre infrarouge pour le guider lorsqu'il revient sur sa base. Sur le dessous, on a 4 capteurs de vide ici. Ça permet d'éviter qu'il tombe dans les escaliers par exemple. On a un capteur à ultrasons ici qui va détecter la présence de tapis et de moquettes, donc il pourra relever sa serpillière et augmenter sa puissance d'aspiration. 2 brossettes latérales sur les côtés, il y en a 2, oui. Alors on verra tout à l'heure dans le crash test est-ce que c'est mieux ou pas d'en avoir 2. La brosse principale au centre, une brosse 100% silicone, et Eureka annonce que cette nouvelle brosse par rapport à l'ancienne du E10S permet de moins enrouler les cheveux. Évidemment, j'ai testé puisque chez moi j'ai beaucoup de cheveux. Les roues à grand débattement permettent de passer des seuils de porte de 2 cm. Ensuite, vous le voyez sur le dessous, on a notre fameuse serpillière. Elle n'est pas vibrante, c'est une serpillière simplement qui est fixe, donc qui a moins de performance évidemment qu'une serpillière vibrante ou que des serpillières rotatives. J'ai quand même testé et vous verrez tout à l'heure ce que ça donne au niveau de mon crash test habituel du chocolat. Pour retirer le réservoir du robot, ça se passe à l'arrière. Il suffit d'attraper les 2 boutons roses sur le côté ici, comme ça on tire le réservoir vers l'arrière et on accède à un réservoir d'eau ici. Ce réservoir, on le remplit en ouvrant ici le trou. Et on le referme une fois qu'il est plein. Vous pouvez ajouter un petit peu de produit de nettoyage à l'intérieur, hein, du produit spécifique pour aspirateur robot évidemment, pour éviter de boucher évidemment tout le système d'injection d'eau. Le bac à poussière, il est ici, il est très grand. Alors j'ai pas la capacité, elle n'était pas indiquée sur le site, j'ai pas non plus la capacité du réservoir d'eau. Et puis sur le dessous, on peut retirer la serpillière simplement en appuyant sur les côtés, comme ça on la glisse, et puis on peut récupérer la serpillière très facilement et l'enlever si vous n'en avez pas besoin. La serpillière, elle tient simplement par un système de scratch. Vous la faites glisser comme ça pour l'enlever ou la remettre. Et cette serpillière, elle peut se soulever de 10 mm ou se baisser de 10 mm, hein, à vous de voir, je vous mets une petite animation sur le côté. Donc ça évidemment, ça lui permet de ne pas aller frotter les tapis quand elle est mouillée. Et dans l'application
l'application, quand on utilise la serpillière, on a 4 niveaux d'eau réglables. Et l'avantage de ce réservoir d'eau, c'est qu'il y a un détecteur de niveau. Quand le réservoir d'eau est vide, vous avez une alerte sur votre téléphone. Et on a une batterie de 5200 mAh et une autonomie qui peut aller jusqu'à 180 minutes, c'est-à-dire 3 heures. Ouais, je calcule bien. Hein. La recharge, par contre, elle est un petit peu longue. Hein. C'est vraiment une recharge lente. J'ai mesuré la consommation électrique lors de la recharge, on en parlera tout à l'heure. Vous verrez que la consommation, elle est assez faible et donc ça correspond bien à une charge lente en fait. Allez, on passe à la base et comme vous le voyez, elle est toute petite cette base. Hein. Évidemment, elle n'est pas très large, hein, puisqu'on n'a pas de système de réservoir d'eau dans cette base. On a juste la récupération de la poussière. Elle a une largeur de 18 cm, une hauteur de 44 cm, une profondeur de 24 cm, évidemment quand le robot n'est pas dessus, et lorsque le robot est sur sa base, on a une profondeur de 56 cm. À l'arrière de la base, on trouve un emplacement pour enrouler le câble, ça c'est bien, ça évite qu'il traîne par terre. On a un système de filtration ici, pour récupérer les poussières fines dans l'air lors de l'auto-vidage, et j'ai constaté lors de mon utilisation que je n'ai jamais eu de poussière qui est venue dans ce filtre-là, donc le filtrage est vraiment très bien fait. On a une poignée sur le dessus qui permet de déplacer la base si vous avez besoin et qui permet aussi de récupérer le réservoir. Il suffit de déverrouiller sur le dessus, on a un loquet qu'on pousse sur la position déverrouillage et là on peut sortir le bac à poussière. Je vous montrerai tout à l'heure comment on fait pour le vider et le nettoyer. Et ce bouton de verrouillage, c'est aussi une nouveauté sur le E20+, ce qu'on n'avait pas sur le E10S. Cette base, elle va donc collecter automatiquement la poussière du bac d'aspirateur du robot pour la stocker dans son réservoir ici, grâce à une filtration multicyclonique. Et cette collecte multicyclonique va permettre de retenir 98% de la poussière avant d'arriver sur le filtre qui se trouve à l'arrière. Le bac à poussière a une contenance de 2 litres, soit 45 jours environ, ça c'est les données de Eureka. Mais si vous avez des animaux, peut-être que cette durée sera réduite, hein, si vous avez beaucoup de poils à ramasser évidemment. Allez, trêve de blabla, on va aller essayer tout ça, et puis je vous retrouve en fin de vidéo, je vous donnerai mon avis sur cette Eureka E20+. Avec ce robot ou avec n'importe quel autre robot aspirateur, même le plus perfectionné, je vous conseille d'organiser votre intérieur comme je l'ai fait. Sous le lit ici, j'ai relevé tous les câbles, j'ai attaché les multiprises, j'ai tout mis en hauteur de manière à avoir aucun câble qui traîne sur le sol. Ça, je l'ai fait il y a une dizaine d'années et vous voyez que c'est toujours là parce qu'il y a 10 ans, évidemment, il n'y a pas toute l'intelligence artificielle qu'on a sur nos robots maintenant. Mais je vous conseille tout de même de le faire. Ça vous évitera des soucis, des câbles qui sont enroulés dans les brosses, etc. Parce que même avec la meilleure des intelligences artificielles à l'heure actuelle, on ne peut pas éviter tous les obstacles. Et là, en l'occurrence, vous voyez que j'ai tout bien accroché sur le mur pour que le robot puisse passer tranquillement. Donc ça, c'est à faire évidemment dans toutes les pièces. Et ici, c'est pareil, hein, sous le bureau de ma fille, eh bien, il y a une multiprise avec des prises de courant. Comme ça, les fils ne sont jamais par terre. Il n'y a pas sur ce robot de cartographie rapide, donc le seul moyen de cartographier, c'est de lancer un nettoyage complet. Donc on clique simplement sur commencer à cartographier. Lancement du nettoyage. Le robot va alors nettoyer toutes les pièces. Il commence par faire le contour d'une pièce, ensuite il fait le centre et ainsi de suite jusqu'à couvrir l'intégralité de la surface sur laquelle il peut se déplacer. Et on peut suivre évidemment tous ces déplacements en temps réel sur l'application. Ensuite, quand il aura terminé tout son nettoyage, eh bien, il vous affichera la carte et il marquera tous les endroits où il s'est déplacé. Il commence aussi la séparation des pièces et vous pourrez ajuster la séparation des pièces et leur nom dans l'application. Je vous montre ça un petit peu plus loin dans la vidéo. Son laser tourelle ainsi que son double laser frontal croisé lui permet de contourner avec une très grande précision les obstacles sans les toucher. Le robot est capable de naviguer très précisément autour de tous mes pieds de chaise, puisque vous le savez, si vous me suivez depuis longtemps, j'aligne toujours mes pieds de chaise avec mes pieds de table pour que le robot puisse nettoyer parfaitement partout sur le sol sans être obligé de mettre les chaises sur la table. Et évidemment, grâce à son laser et à sa cartographie, il ne se perd jamais, il retrouve toujours son chemin, même dans le plus compliqué des labyrinthes, comme c'est le cas ici, au milieu de mes pieds de chaise. Il est capable de passer dans des endroits très étroits grâce à son double laser frontal et à ses capteurs latéraux. Grâce à ses capteurs de chute, il est évidemment capable d'éviter les escaliers. Alors voici le crash test, j'ai mis un sac d'aspirateur que j'ai vidé sur le sol. Ici, il y a de la poussière, des miettes, de la terre, tout un tas de saletés. J'ai rajouté des lentilles et puis sur la moquette au fond, en tout cas sur le tapis, j'ai mis du riz, de la poussière, etc. Et donc on va lancer un nettoyage de cette zone. Je vais choisir chambre ici, je vais sélectionner cette pièce-là, je vais faire un passage x3, au cas où on n'a pas tout ramassé du premier coup. Je me mets en puissance d'aspiration maximum puisqu'il y a quand même pas mal de débris sur le sol et j'active le mode tapis qui va augmenter la puissance d'aspiration sur le tapis. Et c'est parti, on lance le nettoyage. Lancement du nettoyage.
Le robot commence toujours par faire le tour périmétrique de la pièce comme vous le voyez. Son capteur de suivi de mur lui permet de suivre parfaitement le meuble sur sa droite. Il augmente sa puissance d'aspiration sur le tapis. Voyons s'il arrive à tout récupérer au premier passage. Il en a laissé un petit peu derrière lui. En tout cas, ces doubles brosses latérales lui permettent vraiment de ramener toute la saleté vers la bouche principale, on l'a vu au premier passage. Ensuite là, il continue par ligne parallèle. On peut suivre son déplacement, vous voyez directement en temps réel sur la carte. On voit donc les lignes parallèles verticales qui ont été faites. Et là, il effectue son deuxième passage, donc il refait un tour périmétrique. Vous avez vu qu'au premier passage, il a quasiment tout ramassé. Donc il reste juste quelques petites lentilles qui avaient été projetées avec ses brosses latérales. Et contrairement à d'autres modèles d'aspirateurs concurrents, eh bien lui, il effectue son deuxième passage toujours dans le même sens, toujours en ligne parallèle, dans le sens de la verticale, comme vous le voyez à l'écran. Voilà, le deuxième passage est terminé. Il fait maintenant son troisième tour périmétrique pour faire le troisième passage. Le bruit qu'on entend sur le tapis, c'est à la fois sa puissance d'aspiration qui est augmentée, mais aussi le bruit de la brosse silicone qui frotte contre le tapis, parce qu'elle est vraiment très proche du tapis, cette brosse silicone, donc elle frotte vraiment très fort. Et pour le troisième passage, c'est toujours pareil, il effectue toujours des lignes parallèles dans le sens de la verticale et il ne croise à aucun moment les lignes par rapport au passage précédent. Pendant qu'il termine son nettoyage, on va faire le bilan. Le bilan, eh bien, c'est qu'il a réussi évidemment à récupérer tout ce qu'il y avait sur le sol. Au premier passage, il avait quasiment tout récupéré. Au deuxième passage, évidemment, la totalité avait disparu. On voit sur le tapis qu'on a un résultat vraiment parfait. Il ne reste vraiment rien. Et puis par contre, ici, il me reste une lentille qui avait dû être projetée par la brosse latérale. Donc voilà un résultat parfait, que ce soit sur sol dur ou sur moquette. L'aspiration est correcte et il ne laisse rien ou quasiment rien derrière lui. Comme d'habitude, même si ce robot n'est pas conçu spécifiquement pour un lavage approfondi, on va quand même faire le crash test du lavage. J'ai mis comme d'habitude du chocolat séché sur le sol. Je vous rappelle que ce robot est équipé d'une serpillière fixe pour laver le sol, elle n'est pas vibrante. J'ai rempli le réservoir d'eau ici, je le mets donc à l'arrière du robot. Et la plaque de lavage, je ne l'ai pas humidifiée, elle est entièrement sèche. Je vais la mettre telle quelle sur le robot. On va voir justement s'il arrive à humidifier déjà sa plaque de serpillière uniformément et laver la tâche. Je me mets en puissance d'aspiration standard, en débit d'eau maximum. J'active évidemment le mode serpillière. J'ai sélectionné ici une zone à laver. Je vais choisir ici le mode x3. On verra s'il arrive à nettoyer en une fois, en deux fois, ou si à la troisième fois il faut encore repasser. Et puis je lance le lavage. Lancement du nettoyage de la zone designée. Donc là apparemment le premier passage n'a pas suffi à enlever la trace de chocolat. Il faut dire qu'elle était sèche, donc il faut d'abord évidemment l'humidifier. Avant le deuxième passage, je vérifie que la serpillière est humide. Elle est effectivement humide sur toute sa largeur. Un petit peu plus sèche ici sur le bord arrière. L'humidité est vraiment concentrée sur cette zone-là.
Alors maintenant c'est le deuxième passage. Ah, on voit effectivement que la trace a été humidifiée. Ah, il arrive quand même à nettoyer. Et comme les parallèles ne sont pas vraiment resserrés, il ne passe que 3 fois sur cette zone, donc il va être obligé de repasser une 3e fois. Il aurait fallu que les passages soient beaucoup plus resserrés, mais on n'a pas le choix dans l'application, on a une largeur de parallèle standard. On voit qu'il a eu tendance à étaler un petit peu la trace lors de ces passages, forcément, puisque la serpillière n'étant pas vibrante ou rotative, eh bien, elle ne fait que glisser sur le sol. Allez, ça c'est le 3e passage. Il fait quand même du bon travail, donc on voit vraiment que la serpillière est efficace, elle frotte vraiment le sol, puisque la trace disparaît. Voilà, elle a quasiment totalement disparu. Il reste peut-être un petit peu de chocolat, mais très légèrement, on ne le voit pas forcément à l'image. Ici, il en reste un tout petit peu. On va regarder quand même l'état de la serpillière après ce lavage. Voilà, donc effectivement, il n'y a pas de miracle, le chocolat se retrouve bien sur la serpillière, on voit vraiment les traces de chocolat ici sur la serpillière. L'avantage c'est qu'il y a une serpillière de rechange, vous pourrez laver cette serpillière et utiliser la deuxième en attendant. Voilà, c'est sans surprise, je ne m'attendais pas vraiment à des miracles, on a une serpillière ici qui n'est ni vibrante ni rotative, mais on a quand même réussi à enlever la trace entièrement, bien sûr en 3 passages. Donc ce genre de nettoyage, ce sera un nettoyage courant, un lavage courant à faire tous les jours, si vous voulez un entretien régulier de votre sol, récupérer la poussière fine sur le sol ou les légères traces qui ont pu se déposer. Lancement du nettoyage de la zone designée. Petit débrief de cette détection d'obstacles, on a vu qu'au niveau du câble, il a réussi à le voir parce qu'il était un petit peu en hauteur, mais après tout ce qui est partie basse, il ne peut pas les voir avec son double laser croisé. Pareil pour la télécommande, il la voit un petit peu, mais par contre, il arrive quand même à la pousser. Pour lui, c'est pas un obstacle assez haut pour qu'il puisse la détecter correctement. La chaussure, on l'a vu, pas de problème, il fait bien le tour, même s'il l'emporte un petit peu. Je trouve qu'il passe un petit peu trop près des obstacles, et du coup, il arrive à les attraper un petit peu avec sa brosse latérale. Et on l'a notamment vu dans le cas de la chaussette, il arrive à la détecter, mais comme il passe trop près, il l'emporte avec sa brosse latérale et il arrive à l'emmener un petit peu en dessous de lui, ce qui normalement aurait dû être évité s'il était passé un petit peu plus loin. Et puis pour ce qui est du cube, il est bien entendu en dessous de son laser principal, mais il est détecté correctement grâce à son double laser frontal croisé. Donc cette détection Duo Detect AI, elle est performante puisqu'elle fonctionne évidemment dans le noir, puisqu'elle est basée uniquement sur des lasers. Par contre, elle va trouver ses limites sur certains types d'objets, et notamment parce que ce robot n'est pas équipé de caméra, il n'est pas capable de reconnaître les objets, et donc de les identifier et d'adapter son comportement en conséquence. Évidemment, le robot revient automatiquement à sa station de base lorsqu'il a terminé son travail. Il se met bien en face et recule en douceur sur les contacts de charge. Ici, j'ai désactivé le vidage automatique pour vous montrer l'état du réservoir de poussière avant et après le vidage.
On regarde ça tout de suite. Alors, après avoir aspiré l'intégralité de mon rez-de-chaussée, on va regarder le robot. Déjà, on va regarder au niveau de la brosse principale. Eureka annonce que cette brosse est plus performante au niveau des cheveux que l'était la génération précédente sur le E10S. Donc, elle devrait moins enrouler les cheveux. Et là, ce qui me fait plaisir déjà, c'est que je ne vois pas de cheveux enroulés dans la brosse. Donc ça, c'est vraiment impressionnant parce que pour moi, il n'y a pas réellement de système anti-cheveux sur cette brosse, hein. Elle est complètement standard. Alors, je la retire. Je trouve ici juste un petit peu de poussière au bout. Effectivement, il y a quelques cheveux, vous voyez, qui sont entourés au bout de l'axe. Par contre, ce qui est bien, c'est que là où ils sont enroulés, ça ne gêne pas le fonctionnement de la brosse, puisque la rotation se fait sur cette partie-là et les cheveux sont coincés en fait à l'intérieur. Donc ça gêne absolument pas la rotation de la brosse quand vous avez des cheveux qui s'enroulent, ça c'est plutôt pas mal. De l'autre côté, bah évidemment oui, de l'autre côté on retrouve aussi des cheveux à cet endroit. Ah, on peut démonter. Pour enlever les cheveux, c'est plus facile. Voilà, donc comme ça, on sort les cheveux qui sont enroulés ici à l'intérieur. On remet ça. Et de l'autre côté aussi, on pouvait aussi démonter l'autre côté. Vous voyez qu'effectivement, là aussi, j'ai des cheveux qui se sont enroulés et qui sont à l'intérieur. Alors par contre, c'est plutôt pas mal fait parce que les cheveux viennent s'enrouler à l'intérieur, comme je vous disais, et ne gênent pas du tout la rotation de la brosse. Ce qui fait qu'on n'a absolument pas de cheveux sur la partie centrale. Et c'est vraiment la première fois que je vois ça sur un aspirateur robot, c'est qu'on n'a pas de cheveux qui s'enroulent sur la partie centrale sur des brosses silicone classiques. Ensuite, au niveau des brosses rotatives latérales, ici j'ai un cheveu qui s'est pris dedans, de l'autre côté j'en ai pas. Ça c'est très bien, il n'y a pas de cheveux qui viennent se coincer dans les brosses latérales. On va regarder maintenant le contenu du bac à poussière, ça va se situer ici. Pour le sortir, je le sors comme ça. On va déjà ouvrir au niveau du filtre. Et ça c'est bien, c'est qu'on a un large filtre, donc on devrait avoir normalement la poussière qui vient bien remplir intégralement le réservoir à l'intérieur. Je soulève le filtre comme ça. J'ai un petit peu de poussière fine ici, donc il faudra de temps en temps passer un petit coup d'aspirateur de ce côté-là au niveau du filtre. Et vous avez vu, on a un filtre grille qui retient les particules fines. Ce filtre gris, il se situe ici, donc il va retenir toutes les fines particules de manière à moins encrasser le filtre. Et vous voyez que le bac à poussière s'est rempli bien uniformément sur toute sa largeur, et ça c'est grâce à la grande largeur de filtre qu'on a ici. Alors je retrouve des cheveux à l'intérieur, ce qui est aussi plutôt bon signe, ça veut dire que les cheveux ont quand même été aspirés, hein, ils ne sont pas tous enroulés dans la brosse. Donc là on a une grande quantité de poussière, et je vois que mon bac il n'est pas plein, il n'est pas saturé encore, donc il a vraiment une grande capacité. Alors je ne connais pas la capacité de ce réservoir, mais en tout cas c'est l'un des plus gros que j'ai jamais vu sur des robots aspirateurs. Donc maintenant on va procéder à l'auto-vidage. J'ai volontairement désactivé cette fonction pour vous montrer l'intérieur du bac à poussière. Donc je vais repositionner le robot sur sa base. Et je vais lancer manuellement l'auto-vidage en cliquant sur le bouton dépoussiérage ici en bas à droite. Et il y avait 3 niveaux d'auto-vidage, le niveau normal ici, il y a un niveau rapide, un niveau profond, c'est simplement la durée de l'aspiration en fait que vous avez entendu pour passer du bac à poussière du robot vers le bac à poussière de la base. Donc là j'étais en mode normal, donc vous avez vu la poussière qui est remontée tout de suite ici, elle s'est un petit peu accumulée en haut du filtre, mais quand il y aura plusieurs aspirations ensuite elle devrait descendre. Alors voyons l'état du bac à poussière après cet auto-vidage. Retour à la charge. Veuillez installer le bac à poussière. Donc, bah tiens, on va commencer par regarder le filtre. Normalement, le filtre, hein, ça devrait être comme tout à l'heure, il devrait y avoir de la poussière coincée entre les deux. Oui, il n'y a pas de raison que ça change à ce niveau-là. Une fois que la poussière a traversé la microgrille, elle reste de toute façon de l'autre côté de la microgrille, hein, du côté du filtre. Maintenant, ce qui est surtout intéressant de savoir, c'est l'état de la microgrille de ce côté-là. Et on voit déjà que le bac à poussière a été intégralement vidé, et la microgrille, il ne reste plus rien dessus. Ça, c'est parfait. Donc voilà, un auto-vidage complet. Alors, qu'est-ce que vous avez comme entretien à faire sur ce robot? Ben, pas grand-chose, hein, vous avez vu au niveau de la brosse hein, ce qu'il faut faire. Ensuite, ce qu'il faut regarder, c'est pas des cheveux qui sont enroulés autour des brosses latérales, mais là, en l'occurrence, ils n'ont pas l'air de s'enrouler dedans. La petite roulette ici, vous pouvez la démonter. Hein, il suffit soit de tirer dessus avec les doigts, parfois elle sort. Bon, là, elle sort pas, sinon vous prenez un petit tournevis, vous la faites sauter. Vous pouvez l'enlever pour éventuellement enlever les cheveux qui pourraient s'enrouler dans la petite roulette. Vous avez les capteurs de vide, hein, ici, il faut mettre un petit coup de chiffon hein, de temps en temps, ou simplement passer le doigt pour qu'il reste propre, surtout si vous avez des escaliers, c'est important pour éviter que le robot ne tombe pas dans les escaliers. De toute façon, si les capteurs sont bouchés, le robot va le détecter et va vous l'annoncer.
Ensuite, évidemment, ce qu'il faut nettoyer, c'est la partie de devant. Vous voyez qu'il y a un petit peu de poussière là sur le devant, hein, sur le double laser frontal. Vous mettez simplement un coup de chiffon de manière à ce que ces capteurs restent propres. Là, pareil, si les capteurs sont vraiment obstrués, le robot vous l'annoncera. Pareil pour ce capteur latéral, il faudra peut-être souffler un petit peu puisque le capteur il est un petit peu dans le renfoncement. Et puis vous nettoyez ici aussi un petit peu la petite fenêtre infrarouge qui sert au robot pour se stationner sur sa base. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire comme entretien sur ce robot. Voici le bac à poussière après 4 ou 5 utilisations et j'ai remarqué que de temps en temps, la poussière peut rester ici collée contre le filtre en hauteur du bac à poussière. Donc il faut s'arranger pour la faire tomber au fond du bac quand c'est possible, comme ça en le secouant. Et si c'est pas possible, il faudra ouvrir le bac pour enlever cette poussière ici qui est coincée parce que à force, la poussière va s'accumuler jusqu'au trou ici et donc ça risque de boucher l'entrée du réservoir lors de l'autovidage. Le système de vidage du réservoir, il est très simple, il suffit de l'enlever de la base. Et puis vous avez ici un bouton rose, il suffit d'appuyer dessus et ça va ouvrir automatiquement le fond du réservoir. Vous tapez pour enlever le maximum de choses, vous refermez. Et là, après, pour enlever ce qui est coincé en hauteur, vous n'avez pas d'autre choix que d'aller ouvrir au-dessus. Donc il faut appuyer sur le bouton noir qui se trouve là, il faut soulever le capot. Il faut retirer le filtre. Ce filtre, vous pourrez le laver, le faire sécher. Ensuite, vous avez une poignée en dessous. On tire ça vers le haut. Et là, il faut vous arranger pour faire tomber ça dans le bac. Voilà. Et ensuite, vous allez pouvoir à nouveau vider le bac avec le bouton en dessous. Une fois que c'est fait, pensez surtout bien à remettre le système de filtration, le filtre. Ensuite, on remet le réservoir sur la base et on verrouille. Quand le robot est en charge, le voyant clignote et on a une consommation électrique de 17,7 watts. Donc c'est vraiment pas beaucoup. Lorsque le robot est chargé, la LED du robot s'éteint, la LED de la base s'éteint, tout ça, ça se met en veille pour atteindre une consommation électrique de seulement 1,4 watts. C'est vraiment très très faible, donc vous n'êtes pas obligé de débrancher la base ou de débrancher le robot ou d'éteindre le robot comme certains me le demandent parfois dans les commentaires. On va regarder maintenant l'application Eureka en détail. Vous pouvez dans cette application ajouter plusieurs robots. Pour ça, il faut cliquer sur l'icône de votre compte en haut à gauche, gestion des robots. On a ici la liste des robots installés. Et si vous voulez ajouter d'autres robots, il va falloir cliquer sur le bouton plus ici et ensuite ajouter votre robot. Il suffira de l'ajouter soit manuellement ou soit il sera détecté automatiquement grâce au Bluetooth. En haut à droite ici, on voit une petite cloche avec un point rouge. Ça veut dire que j'ai des notifications en attente. C'est donc la liste des notifications qui sont ici. C'est les messages push que vous recevez directement sur votre téléphone quand il y a un problème, notamment par exemple ici, j'ai eu le conduit d'air bloqué au niveau de la base, il me l'a donc signalé immédiatement. Ici, je peux lancer un nettoyage complet de la surface ou aller recharger, le renvoyer sur sa base. Ici, j'ai le niveau de batterie. Alors, on n'y a pas de pourcentage, c'est juste une jauge avec de la couleur verte dedans. On ne sait pas quel est le pourcentage de charge. Ensuite, si je veux rentrer dans le robot, je clique soit sur l'image, soit sur le bouton entrée en dessous. Là, je vois ma carte actuelle. J'ai accès à différentes cartes en cliquant ici sur le bouton carte. Et ici, j'appuie sur plus pour accéder à la liste des cartes. Là, j'ai créé simplement 2 cartes, mais vous pouvez créer jusqu'à 4 cartes au maximum. Pour ça, vous cliquerez en bas sur le bouton créer une nouvelle carte. Il est possible de changer le nom de la carte. Ici, ma carte rez-de-chaussée. En cliquant ici, je vais pouvoir changer le nom de la carte. Si je clique ici, je vais pouvoir sauvegarder ma carte. Ensuite, je vais pouvoir la restaurer si je le souhaite. Je peux aussi effacer ma carte. Je peux modifier les noms des pièces. Je clique d'abord sur une pièce. Je clique sur dénomination. Je peux choisir des noms préenregistrés ou personnaliser le nom de la pièce. Je peux choisir de séparer une pièce, pour ça je vais cliquer sur cloison, mais auparavant je sélectionne ma pièce, je clique sur cloison, je vais diviser ma pièce dans le sens que je veux. On ne voit pas tout de suite la modification à l'écran, il faut revenir en arrière, et on voit effectivement que ma pièce a été divisée en diagonale. Ensuite, si je veux fusionner 2 pièces, je sélectionne 2 pièces, je clique ici sur fusion. Et là pareil, on ne voit pas tout de suite le résultat à l'écran, il faut revenir en arrière, et on voit bien ici cette pièce qui a été fusionnée à gauche. On peut aussi créer des zones interdites ici. On peut créer un mur virtuel, on peut créer une zone interdite, une zone d'interdiction de lavage. C'est très simple, il suffit par exemple pour la zone interdite de sélectionner une zone et puis de valider. Ajouter un mur, c'est le même principe. Hop, je peux mettre un mur exactement où je veux. Pareil pour la zone interdite de lavage.
À partir de cet écran, je vois le dernier nettoyage qui a été effectué. Ici en haut à gauche, 0 mètre carré, 0 minutes. Pourquoi c'est à 0? Parce que j'avais éteint le robot et là je viens de le rallumer. Donc son dernier nettoyage ne s'affiche pas sur l'application. Par contre, on peut retrouver l'intégralité des nettoyages en cliquant en haut à droite sur les 3 petits points et puis sur enregistrement de nettoyage ici. Et là vous avez accès à toute la liste des nettoyages qui ont été effectués. Voilà, ça c'est tous les tests que j'ai effectués. Là on voit par exemple un test complet du rez-de-chaussée et puis on doit voir le test de l'étage qui doit être ici. Voilà. Sur cet écran principal, en bas à gauche, vous pouvez régler la préférence de nettoyage. Donc là on règle la puissance d'aspiration et on peut régler aussi le débit d'eau pour la serpillière. Vous pouvez activer ou pas la serpillière ici et vous pouvez activer ou pas la détection des tapis avec cet interrupteur. Je peux choisir de nettoyer ici toute la maison comme vous le voyez ou alors simplement si je clique sur chambre, alors ça devrait être plutôt traduit comme pièce. Il y a quelques mots qui sont un petit peu mal traduits dans cette application mais on s'y retrouve quand même facilement. Je choisis les pièces que je veux nettoyer et je clique sur le bouton play en bas pour lancer le nettoyage. Et puis je peux choisir de nettoyer ces deux pièces une fois, deux fois ou trois fois. Ensuite si je veux simplement nettoyer une zone, je vais ajouter une zone de nettoyage ici. Je sélectionne la taille de la zone, je la positionne. Je peux choisir de la nettoyer deux fois ou trois fois ou simplement une fois. Je peux ajouter une autre zone. Voilà, je peux ajouter plusieurs zones à nettoyer. En bas à droite ici, vous avez un bouton pour renvoyer le robot à la station de charge. On va retourner en haut à droite ici dans les trois petits points. Ici, je peux créer des nettoyages programmés. Donc là, j'en ai deux qui sont programmés. J'en ai un qui est à 10h les lundis, mercredis et vendredis, c'est indiqué là, pour un nettoyage complet de la maison avec des paramètres d'aspiration ici qui sont réglés. Donc je clique dessus. Je vois donc ici l'heure de démarrage à 10h et je sélectionne ici les jours où je veux que le robot aille nettoyer. Je choisis mon mode de nettoyage ici, pareil, le mode d'aspiration et le débit d'eau. Ensuite, pour ma deuxième programmation, celle de 14h ici, c'est marqué fin de semaine parce que j'ai sélectionné, vous allez le voir, les week-ends. J'ai sélectionné samedi et dimanche. Et samedi et dimanche, je veux qu'il nettoie simplement une seule pièce que j'ai marquée ici, cuisine. Donc pour ça, j'ai activé cet interrupteur et j'ai sélectionné uniquement la cuisine. J'aurais pu sélectionner deux pièces, voilà, mais je veux que tous les samedis et tous les dimanches, il aille laver la cuisine puisque j'ai sélectionné ici aspiration et lavage. Les enregistrements de nettoyage, on l'a vu juste avant. Le gestionnaire de cartes, on l'a vu également. Ici, je règle la voix, je peux choisir la langue. Alors ne me posez pas la question, allez plutôt regarder l'intégralité des vidéos avant de poser cette question-là. Comment est-ce qu'on change la langue? C'est toujours pareil, j'en parle toujours. Ici, c'est les paramètres du robot. Personnaliser la carte, ici, j'ai pas trop bien compris l'usage de cette fonction. Je pense que après avoir créé une nouvelle carte, le robot va vous demander de la personnaliser. Le tong suo, ici, le tong suo, c'est quoi? C'est simplement le verrouillage du robot. Alors, je sais pas ce que c'est que ce mot. En fait, tout simplement, quand vous l'activerez, ça va bloquer les boutons du robot et donc vos enfants ou les animaux de compagnie ne pourront pas allumer ou éteindre accidentellement le robot. Le mode sans dérangement, donc ça c'est le mode ne pas déranger, là aussi c'est traduit un petit peu bizarrement. Et bien quand cet interrupteur est activé sur une certaine plage horaire, et bien le robot ne pourra pas aller nettoyer, par exemple la nuit. Unité de surface mètre carré, réglage du fuseau horaire, reprendre les paramètres d'usine, ça c'est la remise à zéro de l'appareil. Les niveaux de consommables ici c'est des niveaux estimés, des temps d'utilisation. Vous ne changez évidemment pas le consommable concerné, sauf s'il est réellement usé. Ici on a un contrôle manuel, quand vous allez appuyer sur les boutons de déplacement, il va aspirer en même temps qu'il se déplace. Positionner mon robot, c'est plutôt localiser mon robot. Quand vous cliquez dessus, il va faire une petite musique pour vous indiquer où il est. Information sur l'appareil, ici on a les identifiants, adresse IP, etc. Pas grand chose d'intéressant à ce niveau-là. Les mises à jour ici, on voit que je suis en dernière version. Vous pouvez cliquer sur vérifier les mises à jour ici si vous avez un doute. Moi je désactive toujours les mises à jour automatiques, comme ça dès qu'il y a une mise à jour, je suis prévenu, et comme ça je vois les améliorations qui ont été apportées, puisqu'en général un petit commentaire associé. Et ici on va retrouver le manuel d'utilisation du produit, donc ça vous pourrez aller jeter un œil si vous avez besoin. Voilà, on a fait le tour de cette application, vous voyez qu'elle est très simple et très intuitive à utiliser. Voilà, j'espère que vous avez aimé en découvrir plus sur cette Eureka E20+. Si c'est le cas, c'est sympa de liker la vidéo. Je vous mets évidemment le prix de cet appareil dans la description. Et je vais maintenant vous dire ce que je pense de cette E20+. Alors je vais commencer par les choses qui m'ont un petit peu dérangé. Déjà au niveau des cheveux, vous avez vu qu'on n'en trouve pas dans le centre de la brosse principale. Ça c'est vraiment bien. Par contre, il s'enroule encore sur les bords. Bon, là on n'a évidemment pas une brosse spécifique anti-cheveux, qu'on aura peut-être, je crois, sur le prochain modèle que je vais tester. Abonnez-vous. Ici on a une brosse déjà classique qui est déjà beaucoup mieux contre les cheveux que les brosses où il y a des poils. Mais bon, voilà, il reste quand même quelques cheveux. Donc j'ai mis ça un petit peu dans les points négatifs parce que moi, c'est ce qui est vraiment important chez moi, c'est les cheveux. Ce qui me dérange aussi, c'est que sur l'application, on n'a pas le pourcentage de batterie. On a juste une petite jauge verte qui vient se vider progressivement, mais on n'a pas un pourcentage affiché. C'est pas grand-chose à rajouter. Ce serait plutôt sympa d'avoir le pourcentage. C'est vraiment la première fois que j'ai pas de pourcentage sur un niveau de batterie. Ça m'a pas réellement trop gêné. C'est juste que je suis pas habitué à ça, donc j'aurais aimé avoir le pourcentage. Ensuite, la charge, elle est un petit peu lente. Bon là, est-ce que ça me dérange?
dérange vraiment? Bah pas vraiment, parce qu'une fois que la maison elle est nettoyée entièrement, vous n'allez pas la renettoyer entièrement une deuxième fois. Donc si ça met une nuit pour se charger, c'est pas grave, hein. Je demande pas à ce que le robot se charge en 2 heures alors que je vais le réutiliser le lendemain ou voire dans 2 jours. Ensuite, j'ai constaté quelques petits bugs de navigation. Des fois, il ne rentre pas dans une pièce alors que la porte est ouverte et que la pièce elle apparaît quand même sur la cartographie. C'est arrivé 2-3 fois dans mes tests, et par contre je viens d'avoir une mise à jour logicielle juste avant de tourner cette conclusion, et je n'ai pas refait les tests depuis puisque mon temps est assez limité, mais peut-être que cette mise à jour justement résout ces petits problèmes de navigation qui en soi n'étaient pas trop gênants, c'est juste une pièce oubliée. Bon, quand il repasse une deuxième fois, il rentre dans cette pièce-là, hein. On ne sait pas pourquoi il l'avait oublié avant, alors que la deuxième fois, il passe correctement. Donc voilà, je pense que cette mise à jour, elle aura résolu ce petit problème de navigation. Ensuite, le passage x2, vous avez vu que le passage n'est pas croisé. Quand il fait un x2, il fait le x2 toujours dans le même sens. Et c'est vraiment la première fois sur un aspirateur robot que je constate ça. Normalement, un passage x2, on passe de manière horizontale et ensuite de manière verticale. Et là, il passe 3 fois, si je mets x3, toujours dans le même sens. Donc ce serait bien que le logiciel soit mis à jour pour que le robot passe dans l'autre sens. Peut-être que c'est inclus dans la dernière mise à jour, je ne l'ai pas testé comme je vous ai dit. Ensuite, le plus dérangeant, c'est ce bac à poussière qui a tendance à se boucher sur la partie haute. La poussière vient s'accumuler parfois sur la partie haute, elle ne descend pas jusqu'en bas. Et donc une fois qu'elle commence à s'accumuler, ça s'accumule encore et de plus en plus. Et du coup, ça finit par boucher l'évacuation. Ça me l'a fait 2 fois lors de mes tests. Je sais pas trop pourquoi, peut-être que j'avais trop de quantité de poussière. Donc dès que vous voyez de la poussière un petit peu en haut, arrangez-vous pour la faire descendre, hein. Il suffit d'ouvrir le réservoir, de faire tomber un petit peu la poussière, de le refermer, et puis ça se passe très bien. Donc pensez à jeter un œil de temps en temps à cet endroit. Mais par contre, ce qui est super pratique, c'est évidemment qu'il n'y ait pas de sac, puisque comme ça, vous n'avez pas besoin d'acheter des sacs. Vous êtes sûr de ne pas vous retrouver en rupture de sac, puisque une fois que le robot il commencera à avoir 4-5 ans, peut-être que vous aurez du mal à retrouver des sacs. Là, vous n'avez pas ce problème-là. Vous avez un système totalement sans sac que vous pourrez aller vider directement dans votre poubelle. Et vous avez vu que le vidage est ultra facile avec le petit bouton qui permet d'ouvrir très facilement le réservoir par le bas. Côté navigation, je vous l'ai dit, il y a eu quelques petits bugs, mais en dehors de ça, il navigue parfaitement dans mes pieds de chaise. Il ne se perd jamais, il retrouve toujours son chemin, il passe dans des endroits vraiment très très étroits, il est capable de faire demi-tour sans cogner les murs, donc il est vraiment très précis de ce côté-là. J'en attends pas moins d'une navigation laser, et notamment d'une navigation laser assistée à son double laser frontal croisé, qui a un petit peu de mal, vous l'avez vu, avec certains obstacles très fins, très petits, mais c'est normal, il n'y a pas de caméra, il n'est pas prévu pour ça, mais il permet quand même de détecter des objets assez gros comme des chaussettes ou des petits jouets qui traîneraient sur le sol. Ce que j'ai bien aimé aussi, évidemment, c'est qu'il n'y ait pas des cheveux qui viennent s'enrouler sur le centre de la brosse, même s'ils viennent se mettre un petit peu sur les bords, mais vous avez vu que ça ne gêne absolument pas le fonctionnement. Et puis ce que j'ai vraiment aimé, c'est quand vous avez plusieurs cartes, plusieurs niveaux. Ici, moi j'ai une véranda, un rez-de-chaussée, un étage, je pose le robot où je veux, je lui dis de nettoyer la totalité de la surface et il reconnaît automatiquement l'endroit où il est. Je n'ai pas besoin de sélectionner la carte, il va lui-même sélectionner la bonne carte de manière à naviguer précisément sur la surface où je l'ai posée. Le lavage, vous l'avez vu, il a ses limites, c'est pas un robot qui est conçu pour faire du lavage. Bien qu'il est équipé d'une serpillière, il va pouvoir faire un lavage d'entretien, un lavage régulier à chaque fois que vous aspirez, par exemple, mais il n'est vraiment pas adapté pour faire un lavage en profondeur. Et si vous avez besoin d'un robot qui est capable de laver plus en profondeur, je vous renvoie sur le J20. Si vous n'avez pas vu ce test, je vous le mets ici, cliquez dessus et on se retrouve là-bas. Tu veux pas voir le test du J20? Pourtant, tu verrais, la brosse de lavage, elle est vraiment impressionnante sur ce modèle. Bon, je te laisse cliquer, moi j'y vais.